Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez distinctement? Oui? Non. Oui, plus près, le micro comme ça? D'accord. Alors écoutez, on va passer une demi-heure ensemble. Une demi-heure qui va être, je pense, riche en émotions, parce que je voudrais vous présenter deux personnes. Deux personnes, l'un est écrivain, c'est Oscar Lalo, citoyen suisse. Vous me direz, personne n'est parfait, n'est-ce pas? Je peux le dire parce que je le connais depuis quelques minutes, mais il a l'air pétri d'humour, même si le livre qu'il a écrit, et que je conseille à tout le monde de lire, et que vous pourrez acheter sur le stand aujourd'hui et demain, est une véritable merveille. C'est un bijou. C'est un bijou. Moi, je ne connaissais pas Oscar Lalo et j'avais une excuse, c'est que je ne l'avais jamais rencontré. Je n'avais jamais rencontré Slava Miklusova, que je vous présente et qui est son attaché de presse. C'est donc quelqu'un qui a déjà une importance réelle, il est l'un des rares ici à avoir un attaché de presse, n'est-ce pas, ou un attaché de presse. Et puis aussi parce que c'est son premier roman. C'est son premier roman. Bon, alors évidemment, quand on n'a pas lu quelques romans d'un auteur prolifique qui a déjà sorti 10 ou 15 bouquins, on se sent honteux, mais là, je me sentais tout à fait sans honte aucune, puisque c'est son premier livre. En revanche, j'ai lu qu'il avait beaucoup écrit avant de commettre ce premier roman. Il avait beaucoup écrit, et notamment, entre autres, des plaidoiries, car notre ami Oscar Lalo est avocat. Il est avocat et j'aurai certainement une ou deux questions en ma qualité d'avocat à lui poser sur ce livre. Alors, je vais présenter le livre en quelques mots, hein, la trame générale de l'histoire, et puis après, je vais lui céder la parole de manière à ce qu'il vous le présente de manière plus profonde, si je puis dire. Imaginez que vous ayez des enfants suffisamment jeunes pour que vous ayez des petits-enfants, que vous ayez envie ou besoin de les envoyer en colonie de vacances. Ils vont revenir de cette colonie de vacances, de ce que Oscar appelle un home pour enfants, ou un home d'enfants. Ils vont revenir en vous disant tout s'est bien passé, ça va. Ils vont dire ça va. D'ailleurs, les jeunes en général disent ça va. Et quand un jeune vous dit ça va, c'est que ça n'a pas été du tout. Ou c'est que ça ne va pas du tout. Mais là, ils disent ça va. Et ils vont dire ça va avec une conviction telle qu'on va renvoyer les enfants aux vacances prochaines. Que ce soit les vacances de Noël, les vacances de Pâques, les vacances de février ou les 2 mois d'été. Et l'enfant reviendra en disant ça va. Et la lecture de ce livre, c'est ce que ressent réellement l'enfant. Et il va vous expliquer que ça ne va pas du tout. Merci pour cette introduction. Donc la parole est à la défense, j'ai bien compris. Donc merci mon cher confrère pour cette introduction élogieuse et particulière. C'est là où je m'aperçois que les avocats savent s'exprimer. C'est la première fois qu'on présente, c'est un avocat qui présente mon livre. Et je suis touché parce que il est venu se présenter en me disant qu'il avait le vécu en tant qu'avocat de causes liées à l'enfance. Et c'est vrai que c'est un livre sur l'enfance, mais étrangement, c'est plus un livre sur l'enfance qui est en nous quand on est adulte. C'est-à-dire que pour moi, d'ailleurs, il y a 4 parties, le train, le home, le puzzle et le coma, qui est en fait la sortie du coma, parce que c'est un livre sur la mémoire, l'enfance et la résilience. Et la 3e partie, c'est un homme de 65 ans qui a réussi sa vie et qui réalise qu'il a, en l'occurrence ça s'appelle le puzzle, donc une pièce de son puzzle qui est manquante et qui est ce grain de sable qui grippe nos vies en règle générale parce que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas.
Et que le réflexe conditionné qu'on a, c'est de l'enfouir, de ne pas en parler, parce que je pense que quand on a quelque chose qui nous fait mal, et alors à moins que nous soyons tous des enfants, on répond souvent ça va. D'ailleurs, les gens dans la rue ont peur quand ils vous disent ça va que vous répondiez non, ça va pas. Parce que ça veut dire qu'ils vont devoir s'occuper de vous. Alors que si vous répondez ça va, tout le monde est content. Et sauf qu'il y a un moment dans la vie, me semble-t-il, où il faut aller fouiller cette petite part, soit d'ombre, soit douloureuse, soit inconnue d'ailleurs, parce que la spécificité de ce roman, parce que c'en est un, c'est pas un récit, c'est que ce qui lui est arrivé, ce trauma d'ailleurs dont il ne sait pas grand-chose, c'est arrivé dans la petite enfance, à un moment où entre 0 et 6 ans, et puisqu'on parle de droit, vous connaissez le concept d'infant, qui est un mot latin qui veut dire cet âge en deçà duquel, donc de 0 à 6 ans, en dessous de 6 ans, on ne peut pas condamner un enfant, on ne peut pas le juger. Il peut tuer un petit garçon, on ne peut rien faire, parce qu'on considère que c'est un petit être humain en construction. Et le fait que ce soit un être humain en construction, on considère qu'il est irresponsable parce qu'il n'est pas fini de construire. Donc il y a peut-être des pièces manquantes qui l'excusent, enfin en tout cas qui l'excusent totalement. Et donc, c'est pour ça que ça s'appelle les contes d'effets. C'est parce qu'un conte, c'est ce qui construit un petit garçon. Je pense qu'on a tous raconté, on s'en est tous fait raconter, on en a tous raconté aux enfants. Et malgré leur violence, et d'ailleurs grâce à leur violence, ça, si je vais me permettre une petite parenthèse, si vous me permettez, les contes, vous savez que c'est la plus vieille littérature orale. En fait, ça existait bien avant l'écriture. Et ça a été ensuite transcrit par écrit, donc figé dans le marbre. Et quand on va prendre le plus connu, Le Petit Chaperon Rouge, si vous prenez la version de Charles Perrault, la version des frères Grimm, c'est pas du tout la même version. Charles Perrault, elle est encore plus violente. Dans un cas, il bouffe l'enfant et la grand-mère, voilà. Et par erreur, notre éducation nationale, qui non seulement en enlevant les circonflexes, en mettant philosophie avec un F et allez savoir quoi, a tendance aussi à commettre le crime de faire de la littérature pour enfants, dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire à écrire des contes où tout va bien, pour pas que ces enfants... Or, sans faire de la psychanalyse à 2 francs 50, c'est précisément parce que on jette la sorcière dans le chaudron, et parce que une princesse devient tout d'un coup, ressuscite quand elle a une chaussure qui est à son bon pied, que l'enfant a la possibilité de voir sa mère comme une sorcière et comme une princesse, et donc de l'accepter telle qu'elle est. Si on lui disait c'est une princesse, il dirait on me ment, parce que tout le monde a des défauts et tout ça. Et donc un conte d'effet, c'est justement quelque chose qui est construit et qui a un petit défaut de fabrication. Mais je suis en train d'accaparer la parole et je m'en excuse parce que j'ai la chance, j'ai 2 chances. Il a raison de le dire, il y a 45 écrivains ici. La plus grande plainte des écrivains, c'est soit de ne pas avoir d'attaché de presse, soit d'avoir une mauvaise attachée de presse. Et moi, sa présence en atteste. Non seulement j'ai une attachée de presse, c'est vivant, c'est là, c'est pas un robot. Et en plus, elle est merveilleuse. Et elle m'accompagne dans les salons, ce qui est incroyable. Et donc, je vais peut-être lui laisser la parole parce que c'est... Je peux t'enlever la phrase qui est ta meilleure phrase. Oh là là, elle est gentille en plus. Parce que je vois mes collègues de bureau, écrivains, et généralement ce qu'on dit, c'est quand un livre marche, on dit le livre est excellent, et quand il marche pas, on dit c'est à cause de l'attaché de presse. Donc voilà son quotidien, donc c'est bien pire, et elle a son petit conte d'effet peut-être à voir. Moi j'aurais surtout envie de dire qu'on dit toujours que lorsqu'un auteur arrive dans une maison d'édition, il est dans une relation magnifique avec son éditeur, c'est les noces, et puis ensuite l'éditeur il travaille sur d'autres titres une fois que le livre est en librairie, et puis c'est à nous, les attachés de presse, de prendre le rôle de maman, d'accompagnatrice,
de l'oreille attentive, mais aussi parfois d'être un peu méchante, parce que les auteurs ont aussi des exigences qui ne sont pas toujours faciles à satisfaire. Mais surtout, on participe à la naissance de quelque chose. Parce que l'auteur a travaillé en étroite collaboration avec un éditeur pendant des mois, parfois des années. Et ensuite, à nous de porter ce qu'ils ont fait, tous les deux, le travail qu'ils ont accompli, et faire en sorte pour que vous, les gens qui êtes là, puissiez en entendre parler. Parce que rien qu'à la rentrée littéraire, il y a 700 livres qui sortent. Et finalement, vous n'entendez jamais parler des 700 livres dans la presse. Ça n'existe pas. Et à nous de faire en sorte pour que vous puissiez savoir qu'il y a des petits bijoux comme les contes des fées d'Oscar Lalo qui existent. Pour qu'un journaliste sache qu'il existe, on est des petits ponts. Donc on relie l'auteur à son public et puis aussi l'auteur aux journalistes et journalistes au public. Donc finalement, c'est des rôles d'ombre. On n'est quasiment jamais exposé, c'est très bien parce qu'on porte le travail des créateurs. Et puis nous, derrière, on tire les ficelles pour faire en sorte qu'on puisse être là dans ce merveilleux salon, qu'on puisse en parler dans la presse, pour que les gens s'y intéressent. Et voilà, donc souvent on ne sait pas vraiment ce que cache le métier d'attaché de presse, mais c'est tout ça, c'est l'infirmière, c'est l'accompagnatrice, c'est aussi souvent première lectrice, parce que l'auteur développe, quand ça se passe bien, ça se passe pas si bien, une relation de confiance. Donc on est aussi amené à lire ses prochains travaux, avoir un regard bienveillant ou pas sur ce qui va être produit ensuite. Donc du coup c'est très beau parce qu'on participe à la création, à ce qui se passe dans l'édition aussi, à faire porter les livres auprès de nous tous. Et voilà, c'est à peu près ce que je voudrais dire de mon métier et du rôle que j'ai à tenir auprès des auteurs qui sont souvent gentils et qui restent dans la vie, tantôt comme amis, tantôt comme auteurs pendant des années. Et voilà, donc j'ai un métier merveilleux et je suis ravie de pouvoir m'occuper surtout d'un premier roman, parce que c'est le moment le plus fragile pour un auteur, son premier. C'est comme un premier enfant pour une femme, on plonge dans l'inconnu le plus total. Et on ne connaît rien, on ne sait pas comment ça se passe, on ne sait pas comment les tenir, on ne sait pas si on peut partir 2 secondes, tourner la tête. Et un auteur d'un premier roman, c'est pareil. Il ne peut pas savoir s'il va être lu, comment son livre va être perçu, si on va aimer, on ne va pas aimer. Il est plein de doutes, plein d'inquiétudes. Et puis, le rôle d'attaché de presse, c'est celui-là, c'est de dire, t'inquiète pas, t'es pas tout seul. Parce que c'est pas évident de s'asseoir derrière une table et attendre que les gens passent. Est-ce qu'ils vont s'approcher? Est-ce qu'ils vont regarder la couverture? Est-ce qu'ils vont être bienveillants? Est-ce qu'ils vont dire « Oh là là, c'est moche » ou bien « Ah mais pourquoi vous avez donné un tel titre à ce livre? C'est votre vrai nom ?» etc., etc. Donc on est aussi le rempart contre les mauvaises questions et on est là pour dire « ça va aller ». Il y a un point sur lequel je voulais insister. Je vais présenter demain, en fin de journée, je crois vers 18h, un livre de Paul Baldenberger, qui est un peu plus loin, et qui est un récit dont il m'a autorisé à vous préciser qu'il était pour l'essentiel autobiographique, et qui a un trait à un viol sur un enfant de 12 ans. Ce type d'agression sexuelle, de crime, puisque juridiquement c'est un crime, puni de 20 ans de réclusion, on en entend assez souvent parler au travers de la presse, de la télévision. En revanche, les atteintes qui peuvent être considérées par les adultes comme anodines finalement, et que vous trouverez à la lecture de ce livre, elles sont particulièrement intéressantes, me semble-t-il, parce que, bien finalement, je ne dévoile pas le fond du dossier, mais vous avez compris que
ce gosse qui part en colonie de vacances va faire l'objet donc de sévices, avec des sévices physiques de la part de la directrice qui est violente, et puis des caresses, des attouchements. Alors c'est écrit d'une manière absolument merveilleuse. Je vais vous lire quelques lignes qui vont tout de suite vous montrer à quel point ce qui peut sembler anodin peut créer un déséquilibre pendant des années jusqu'aux 65 ans de l'intéressé, le jour où l'aquarium va voler en éclats. Il dit, c'est l'enfant qui parle bien sûr, ça commence par le poids de l'adulte. Du point de vue d'un enfant, un adulte pèse lourd, son bras pèse lourd, sa tête pèse lourd, son haleine pèse lourd. Et il termine en disant, même un secret susurré contre l'oreille sont les premiers signes anodins pour autrui, assourdissants pour l'enfant, d'un déséquilibre annoncé. Et vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que les enfants, au retour d'une telle expérience, ne se précipitent pas dans les bras de leur mère pour lui dire, maman, ça s'est pas bien passé. Et il l'explique très bien. Il dit, comment dire à sa mère qu'elle s'est trompée. On a une confiance absolue dans sa mère. Quand on a 5, 6, 7 ans, 8 ans, 10 ans, enfin, avant d'arriver à l'âge où on commence à se poser peut-être les vraies questions. Mais on a une confiance totale. Elle peut vous envoyer n'importe où, vous ne remettrez jamais en cause ou en question l'endroit où elle va. Et puis ça lui fait plaisir. Ça s'est bien passé, ça va. Alors vous avez dit beaucoup de choses. Il y a un petit point sur lequel j'aimerais vous corriger, bien que vous ayez lu ce petit passage, c'est que je me suis appliqué, parce que c'est une œuvre littéraire entre guillemets, à ce que rien ne soit décrit. Et c'est ce qui fait que depuis que ce livre est sorti, maintenant il est sorti à la rentrée littéraire de 2016, donc en septembre dernier, je commence à avoir des retours de lecteurs, et à chaque fois, et je le disais tout à l'heure à une future lectrice, c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais écrivain. C'était même pas la publication du livre, c'est quand j'ai eu mes premiers lecteurs devant moi, et là j'ai compris, et chaque lecteur, en fait, me racontait un livre différent. Et en fait, là, on a le retour d'Alexis, le sien, et qui n'est pas le mien, c'est assez particulier. Et moi, je commence à être un conglomérat de tous ces lecteurs, et je disais, bon, c'est pas l'immense majorité, j'étais à Rennes, au salon du livre de Rennes, ça s'appelle Rue des Livres, il y a 3 semaines, et il y a un monsieur qui est venu qui m'a dit, ah, j'ai beaucoup ri. C'est la première fois qu'on me disait ça. Et il l'a réécrit sur la page Facebook Camille Éditeur, donc il avait vraiment besoin de le dire, et j'ai repris les passages dont il m'a parlé, effectivement, donc ce qui est extraordinaire avec un livre, c'est que ça crée une relation. Je parlais d'une future écrivaine là-bas qui a signé son premier contrat. Il y a une relation qui s'établit. Alors elle est magique parce qu'on ne la connaît même pas au début jusqu'à ce que cette personne fasse son coming out, pour le coup, vienne vous parler, entre un lecteur et un écrivain. Et chaque personne a sa lecture du même livre. Et ça, c'est fascinant parce que elle vous nourrit. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous découvrez ce que vous avez écrit à travers quelqu'un qui l'a lu. Et puis, je pense que l'autre point, c'est aussi ce... Vous vouliez dire quelque chose, madame? Non, je vous ai vu parler, parce que je suis friand de tout ce qui peut venir de vous. Et l'autre point, c'est effectivement la difficulté, parce que j'ai vraiment essayé de me situer en tant qu'enfant, pour un enfant, d'exprimer, de mettre une norme, c'est-à-dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Quand on est adulte, quand on a développé son esprit critique, on sait ce qui est bien et ce qui est mal. Quoique, et encore, parfois on peut hésiter. Mais un enfant, en l'occurrence, parce que c'est là où ça se joue, une caresse, effectivement. Mais je parle d'une caresse sur la joue, je ne parle même pas d'un attouchement sexuel. Je parle de faire ça à un enfant. On le fait. Comment se plaint-on d'une caresse? Comment se plaint-on d'un acte qui est généralement réservé à la personne qu'on aime le plus au monde?
Et c'est dans cette problématique que se trouve coincé l'enfant, parce que lui sent aussi que c'est pas juste. Surtout quand ça vient d'un homme. Et c'est pour ça qu'à un autre endroit, parce que la femme était un peu, dans mon roman, il y a la directrice de la colonie qui est une espèce de forte femme comme ça, et même quand elle crème, elle donne des claques pour crémer, parce que ça va plus vite. Et là aussi, ça paraît anodin. Mais il finit en disant, les claques laissaient moins de traces que les caresses. Et c'est justement le ressenti d'un enfant, c'est toute cette subtilité. Et derrière, exprimer à ses parents, dont on se dit s'ils m'ont envoyé là, c'était pour mon bien, c'est toute la difficulté. C'est pour ça qu'un écrivain, me semble-t-il, c'est un traducteur d'émotions, et parfois, dans des cas un peu plus compliqués, c'est un traducteur de l'indicible, c'est-à-dire de ce qui ne peut pas être dit. Et on m'a demandé ce matin, je faisais une petite intervention à la médiathèque de Saint-Pierre-Quiberon, puisque vous le savez, donc j'étais avocat, si mon passé d'avocat avait eu une incidence sur l'écriture, et effectivement, tout jeune avocat, ma première affaire, ça a été une affaire de viol entre mineurs, on va dire. C'est-à-dire deux jeunes de 12-14 ans, et c'est très compliqué. Et j'ai été confronté, j'étais avocat stagiaire, donc j'avais même pas le droit d'y plaider ni quoi, mais c'est moi qui avais préparé le dossier. Et j'ai vu comme vous savez, les tribunaux pour mineurs, c'est à huis clos. J'ai vu des enfants, parce que c'était encore des enfants, face à l'enfant que j'étais, parce que je n'étais pas tellement plus âgé, essayer de dire des mots de choses qu'ils ne comprenaient même pas. Et je crois que le rôle de l'écrivain, et c'est pour ça qu'on lit des livres, c'est de nous aider à nous comprendre. Alors moi je sors toujours enrichi d'un livre, quand la lecture du livre, je suis allé plus loin, ça peut paraître égoïste, mais je crois que c'est pour ça qu'on le fait. Et tout d'un coup j'ai compris quelque chose dans une de mes problématiques, ou dans mon rapport à mon enfant, mon rapport à ma mère, etc. Et donc voilà, c'est bien d'avoir fait appel à cette difficulté d'expression entre la mère et l'enfant. Et puis, oui, il y a aussi quelque chose que je voulais dire, bon, parce que on est tous des amateurs d'écriture, de littérature. Moi, je dirais que c'est un sacré hommage à l'écriture aussi. Parce que l'écriture libératoire, l'écriture qui va permettre, en couchant sur le papier les mots, les phrases, d'aller vers une reconstruction. Donc c'est un travail de résilience au travers de l'écriture. Alors enfin je suppose, là je me trompe peut-être, hein, mais moi j'y suis très très sensible parce que c'est vraiment un côté extrêmement riche de la littérature. Alors là on n'est pas dans la littérature simplement de pur plaisir, de petits bouquins comme ça, lus par petits bouts rapidement. Non, on est là dans un livre de reconstruction. Pour moi, en tout cas, sincèrement, je ne lis pas parce que c'est Lalo que je ne connaissais pas il y a 35 minutes, hein, mais véritablement, c'est un des livres majeurs que j'aurais lu cette année. Et je peux vous dire que quand je vois le succès qu'ont beaucoup d'auteurs de romans de gare, qui sont des petits romans, mais de rien du tout, des romans minables, passez-moi l'expression, et qu'on lit un livre comme celui-ci, d'abord, on se rend compte ce que c'est que la vraie littérature, ce que c'est qu'un sujet extrêmement délicat lorsqu'il est merveilleusement bien traité, et puis on est content et fier d'aimer l'écriture, parce que c'est vraiment, me semble-t-il, un mode d'expression merveilleux de résilience face à des abus comme celui-ci. Je crois que la séance est terminée, je n'ai plus rien à dire après ça. Vous êtes d'accord ? La défense, je suis d'accord dans le sens où j'ai envie de vous dire, si ça va mal, écrivez. Pourquoi ? Parce que on ne peut pas mentir devant l'écriture. Quand on se retrouve, je pense que vous l'avez tous fait, quand on se retrouve à écrire, on ment pas. Enfin, je veux dire, sinon ça ne veut rien dire. Alors, pour le coup, sinon, notre vie est un mensonge total. Nathalie Sarraute avait écrit quelque chose d'assez joli. Elle avait dit « Je ne vais jamais écrire d'autobiographie parce que ça serait qu'un mensonge. » Et c'est vrai que tous les auteurs qui se mettent à écrire sur leur vie, c'est pour rester dans la postérité, à mon avis.
Elle disait en revanche qu'elle mettait des petites graines d'autobiographie dans ses romans, et que très paradoxalement, là où elle parlait totalement d'elle-même, sur une phrase ou deux, c'est là où ses lecteurs se retrouvaient le plus. Parce que, en fait, notre vécu, quand il est exprimé dans sa totale vérité, c'est là où il nous touche. C'est pour ça que les grands écrivains nous touchent. Parce que généralement, ils sont d'une grande... là, j'ai plus de mots, de lâcher prise, enfin et de générosité, tu as raison. Et donc, le travail d'écriture, et c'est pour ça que ce qui est... enfin, moi, je vis... Alors, pour le coup, un conte de faits, qui n'est pas des faits, depuis que ce livre est sorti, puisque... D'abord, je rencontre des gens comme vous. Je vous le dis, là, c'est pas... Je suis sur aucune liste, je ne me présente pas la semaine prochaine, donc je ne cherche pas vos suffrages. Mais vous n'imaginez pas comme cet échange me nourrit, donc je vous remercie. Et parce que je comprends, Mauriac disait, les gens me demandent si c'est autobiographique, donc je leur dis non, sinon il y aurait écrit récit. Et Mauriac disait, un roman, tout est inventé, on parle que de soi. Et il allait même plus loin, il disait, je crois que c'est Aragon qui disait, même quand on écrit une biographie, donc d'un grand homme, on ne parle encore que de soi. Et donc c'est vrai que forcément, d'une façon ou d'une autre, j'ai dû parler de moi dans ce livre, ou de ce que j'ai vécu en tant qu'avocat, d'ailleurs de l'extérieur, et que ça me revient en boomerang, mais en boomerang extrêmement constructif. Donc c'est le travail d'écriture, c'est un des travaux, je trouve, un des travaux les plus fondateurs d'une personnalité. Et c'est pour ça que j'encourage mes propres enfants, mais les enfants des autres, à lire, parce que même si on a l'impression que ça... Normalement, un bon livre, on y repense longtemps, et il vous accompagne. Je crois que malheureusement, le temps qui nous est imparti est dépassé. C'est extrêmement frustrant parce que en 30 minutes, on aura envie de s'installer et puis de rester des heures avec ces deux-là. Alors, moi, je vous dis, allez, lisez-le. Je ne peux pas vous dire mieux. Lisez-le et parlez-en autour de vous parce que c'est, encore une fois, c'est un bijou. Et j'insiste sur le fait qu'il y a des livres qui sont... difficile à lire. Le livre que je présenterai demain soir, il est difficile à lire. À un point tel, c'est que je voulais le terminer avant-hier soir, avant de me coucher. J'ai repoussé la fin de la lecture du livre au lendemain parce que je n'ai pas voulu le lire juste avant d'éteindre, tellement c'était violent. Ça n'est pas violent. C'est pas un livre violent. C'est un livre riche, c'est un livre qui fait frémir, qui fait trembler, mais c'est un livre qui se lit... avec beaucoup de plaisir, encore une fois, dégustez-le, savourez-le, c'est un bijou. Voilà, on va vous laisser parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui attend la place à 5h et il est 5h05. Merci encore une fois pour votre attention.